Vous avez été plusieurs à me demander de faire une review des persos de la saison 2 comme je l'ai fait pour la saison 1. Alors c'est parti pour le Dice Throne saison 2. Bien, alors, avant d'ouvrir cette saison 2, rappelons que la campagne c'est Game on Tabletop, je me suis trompé d'ailleurs. Game on Tabletop par les Lucky Duck arrive le 9 mars pour la saison 1 en VF. Hein. J'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont très vite enchaîner sur la saison 2 si le succès est au rendez-vous, donc je vous encourage vraiment à aller vers la VF plutôt que la VO. Connaissant les Lucky Duck, vu la vitesse où ils ont enchaîné leurs deux campagnes de Kingdom Rush, je pense que ça peut être un peu la même pour la saison 2. La saison 2 de Dice Throne. Allez, on y va. Hop, c'est parti. Alors voilà un petit peu les persos, le vampire, le séraph qui va être un espèce d'ange, l'artificier très steampunk, le pirate maudit qui a une particularité exceptionnelle, la chasseuse également, le tacticien, très stratégique, le samouraï et le gunslinger sont les deux plus simples, mais très agréables à jouer, vraiment. Que dire, je serai de vous, je commencerai par la saison 1. Malgré tout, je ne commencerai pas par la 2. Je trouve que les personnages sont globalement plus techniques, moins directs. Alors, ça exploite des mécaniques un peu plus différentes, mais voilà. Du coup, je vais vous les présenter par ordre de difficulté, pas indiqué par l'éditeur, mais d'après moi. Et donc, on commence avec le samouraï. C'est parti! Tac. Alors. Voilà, le samouraï. Allez, je m'y prends comme pour la première vidéo. Un petit zoom sur les dés. Très sympa. 3 faces de dés. Ça participe au fait que ce soit un des persos les plus simples. Le nombre de faces de dés, moi je trouve que ça joue beaucoup. Alors c'est... Voilà, quand vous démarrez ou que vous apprenez à quelqu'un à jouer à ce jeu, eh ben, ça peut être bon de commencer avec un perso pour lui assez simple. Au niveau de ses faces de dés. Bon, je mets quelques jetons. J'ai un petit peu de brillance, je sais pas pourquoi, je suis désolé. J'ai pas non plus une caméra de fou. Alors, les sleeves du samouraï. Voilà. Hop, je vous montre les petits compteurs, comme j'avais fait pour l'autre. Voilà pour les PV, et voilà pour les points de combat. Alors, le samouraï, comment ça se joue? Ça joue avec 2 jetons qui ont des effets assez similaires, qui vont être Shame, la honte, et à l'inverse, l'honneur. D'accord? Du coup, comment ça se passe pour lui globalement? Alors déjà, il a un pouvoir passif s'il est le premier joueur à jouer. Donc si vous avez réussi à faire le plus grand chiffre au début, vous commencez avec un pion d'honneur, qui a un statut positif. Vous pouvez en avoir jusqu'à 2. Et puis voilà, à la fin de votre tour, si vous avez utilisé si vous n'avez pas utilisé vos 3 jets de dés, par exemple vous avez utilisé juste un jet et une relance, donc 2, et bien à la fin du tour, vous gagnez 1 d'honneur. Donc il va vous pousser à peut-être parfois ne pas aller sur des grosses combinaisons de dés, vous dire tant pis, je vais me contenter de la petite suite, pour gagner ces fameux points d'honneur. Alors, il y a un chat qui joue à la balle, je suis désolé pour le bruit, ils sont heureux mes chats. Donc ces jetons d'honneur, en fait, quand vous attaquez, vous pouvez en dépenser 1 pour faire plus 1 dégât, ou si vous en dépensez 2, vous faites plus 3 dégâts. Voilà. Et donc, à l'inverse, on a la honte. Ça se met sur l'adversaire, mais vous allez voir que parfois on s'en prend nous-mêmes. Et donc, quand l'adversaire devrait infliger des dégâts, il enlève ce token et réduit les dégâts de 1 par token. Donc c'est pareil, il peut en avoir 2.
Donc voilà, globalement, sinon on est sur des choses plutôt simples, hein, infliger de la honte, etc. Une défense assez efficace. Donc comme je vous disais, hein, si vous avez cette face-là 3 fois, vous prévenez quand même que 2 dommages, pardon, parce qu'il n'y a pas le signe fois. Par contre là, on voit que si je n'ai pas fait la face Kabuto ou Soleil Levant, eh ben, lors de ma défense, eh ben, je m'inflige moi-même une honte. Voilà. Alors, c'est plutôt rare, hein, en 3D, voilà, bah là, là, je n'ai eu que ça, là, j'en ai eu, voilà. Mais il y a une petite probabilité que vous vous infligiez vous-même la honte. Donc voilà, ça c'est assez rigolo. Sinon, il y a un petit token Backstrike qui permet, quand on vous attaque, de jeter un dé et de faire la moitié de la valeur de ce dé en dégâts à l'adversaire en retour. Donc Backstrike, de mémoire, c'est riposte. Voilà. Voilà pour le samouraï. Je vais couper le temps de changer de personnage. Comme ça, on va avoir un flow un peu plus rapide. Et puis, je vais juste essayer de résoudre ce petit problème de lumière. On continue avec le Gunslinger. Alors, bah, c'est pas Cowboy. J'ai pas la trad. Gunslinger, encore un perso assez simple. Mais agréable à jouer, vraiment. C'est ça qui est bien. Hein. C'est pas parce qu'un perso est simple qu'on ne prend pas plaisir à le jouer dans ce jeu. Et je trouve quand même que c'est un gros plus. Hop. Alors, bam. Un petit coup d'œil au sleeve. Je vais zoomer. Ouais. Elles sont cool. Comme tout ce qu'il y a dans ce jeu. Hein, mais... Attends. Allez, les petits trous graphiquement. Voilà, c'est joli. On jette un petit coup d'œil au dé. S'il y en a un qui se fait la malle. Hop, voilà. 3 faces. Alors, le Gunslinger, la plus grosse particularité de son jeu, en fait, ça va être ses tokens reload, donc recharger. Donc à chaque phase d'upkeep, la première phase de votre tour, vous gagnez de base un jeton reload. Donc lui, il va beaucoup jouer avec le hasard en fait. Et le truc, c'est que voilà, quand vous faites une attaque, vous pouvez dépenser ce statut. Vous pouvez en avoir jusqu'à 2. Vous jetez un dé et vous ajoutez la moitié de sa valeur en dégâts. Donc je rappelle que c'est toujours arrondi au supérieur dans ce jeu. Donc si je fais un 3, j'ajoute 2 dégâts. Donc ça, il en gagne un par tour de base. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, il a de quoi sonner, il a de quoi s'échapper au niveau des dégâts, une chance sur 3 avec ce token. Sinon, son autre token qu'il n'y a que lui qui a et qui est juste méga badass, c'est celui-ci. Bounty, donc je crois que c'est recherché, hein, mais je suis pas sûr. Non, c'est Wanted. Bon, je sais pas. Écoutez. Vous le mettez sur un adversaire, c'est persistant, donc jusqu'à ce qu'il joue une carte pour l'enlever, il va pas s'en débarrasser. Et à chaque fois qu'il reçoit des dégâts, à chaque fois qu'il reçoit des dégâts, l'attaquant va infliger un dégât de plus et gagner un point de combat. Donc c'est hyper fort. Chaque fois que vous attaquez l'autre, c'est un dégât de plus, mais surtout un point de combat. Quand on sait à quel point les points de combat sont durs à avoir dans ce jeu, autant vous dire que ce token, comme diraient les amis québécois, c'est de l'or en barre. Voilà. Donc après, rien de particulier. Il a cette petite mécanique-là qui est sympa. Quand tu attaques un adversaire avec, chacun jette un dé. Et si tu fais soit autant, soit plus que lui, tu fais 7 dégâts, sinon 5. Donc c'est un petit peu le duel de flingue à chaque fois que tu attaques pour savoir combien de dégâts tu vas faire. Voilà. Et c'est la même chose avec sa défense. Hein. C'est un duel. Bah, d'ailleurs, c'est marqué duel. Chacun jette un dé. Et en fonction du résultat, soit tu lui fais 3 dégâts, soit tu peux prévenir la moitié des dommages. Par contre, si tu as un plus petit résultat que lui, ou le même, tu fais un dégât seulement. Donc tu peux pas y perdre, mais c'est vrai que c'est une très bonne défense. Donc un perso fort défensif, mais qui joue énormément avec le hasard. Mais bon, le hasard, hein, c'est aussi du fun. Voilà, allez, on passe au suivant.
Et donc le prochain pour moi en termes de difficulté, mais attention, on monte tout de suite d'un cran quand même. Ah, ça va être Séraph. Hop. Alors là voilà, la petite feuille. Vous voyez ce nombre de tokens assez exceptionnel. Les dés, ah j'aime bien ceux-là aussi. Tout blanc comme ça. Légèrement marbré, hein. Mais voilà. Donc là, on est sur 3 faces, dont 3 faces qui ne sont qu'en un exemplaire. 4 faces, pardon, et il y en a 3 qui sont qu'en un exemplaire. C'est chaud. C'est chaud d'avoir ce qu'on veut, du coup. Vous vous en doutez. On va regarder vite fait les petits trous. Voilà. Tac. Très sympa. Les sleeves pour ceux qui hésitent à les prendre. Franchement, moi, je les regrette pas, les sleeves. Hein. Bon, après, moi, du coup, j'ai acheté le jeu de cases, donc c'est vrai que le mec les avait pris. Donc, de toute façon, je les avais. Voilà. Mais ça a un certain coût quand même. Voilà, réfléchissez-y. C'est vrai que ce qui est bien dans le jeu, c'est que quand même chaque perso a un peu son identité visuelle, etc. Et je trouve ça dommage que sans les sleeves, on se retrouve à avoir tous le même dos de cartes. Cela dit, comme je vous ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, pour Dice Throne Adventure, ils n'avaient pas le choix de mettre un dos identique en fait, hein, parce que sinon, si chacun avait déjà son illustration, quand vous gagnez des objets dans la version coop, des cartes que vous ajoutez à votre deck, en fait, bah, il faut bien qu'elles aient le même dos que ceux de votre deck, donc ils ne pouvaient pas faire la carte en 16 exemplaires pour chaque perso. Donc voilà. Allez, globalement, alors elle a une tonne de tokens. Voilà. Donc, s'envoler vous permet en fait, lors d'une attaque, tu jettes 2 dés. Si sur au moins un des dés il y a un 6, tu actives ce token. Et donc, s'il est activé durant ta phase d'attaque, ton attaque devient indéfendable. Donc voilà, tu t'envoles. Par contre, si tu le fais pendant ta phase de défense, oui, tu peux le faire pendant ta défense. Là, si tu t'envoles, eh ben, tu ignores tous les dégâts. Donc, voilà. Soit ça rend indéfendable, soit tu bloques tous tes dégâts. Alors, celui-là, c'est un effet négatif, la lumière aveuglante. Vous le mettez sur un adversaire et la prochaine fois qu'il vous attaque, il jette un dé. S'il fait 1, sa phase d'offensive n'a aucun effet. C'est-à-dire que certes, ça ne fait pas de dégâts, mais il ne gagne pas de token, rien. S'il fait 2 ou 3, ça réduit ses dommages de moitié, arrondi au supérieur. Donc voilà, on a quand même beaucoup de manières d'esquiver les dégâts avec ces 2 tokens. Mais c'est pas tout. Ça, si vous avez vu la première vidéo, vous l'avez vu sur le moine, ça vous permet de retirer un token de toi-même. Voilà. Donc si on te fout du poison, tu le retires directement. Ensuite, on a 2 tokens, vous voyez, qui ont une forme particulière. Comme je vous avais expliqué dans la première vidéo, ce genre de token a des règles différentes. Ceux-là, en fait, ne peuvent pas être enlevés, déplacés d'aucune manière que ce soit. Ah non, celui-là ne peut pas être transféré, il peut être enlevé. C'est toujours précisé, en fait. Quand la forme est différente, c'est précisé sur la petite feuille. Donc ça, eh ben, en fait, vous le mettez sur vous, c'est du positif. Et durant votre première phase, ce token inflige un dégât à tous les ennemis. Voilà. Donc ça, vous pouvez en avoir jusqu'à 2. Si vous jouez en multijoueur, 2 dégâts à tout le monde, ça va envoyer du pâté. Par contre, tout le monde va vous en vouloir et tout le monde va vouloir vous buter. Mais bon, ça... Donc voilà, c'est un perso qui peut vachement esquiver les dégâts, se soigner. Voilà, il est un petit peu furtif. Après, il peut rendre ses attaques indéfendables, ce qui est quand même très très fort. Et il a également ce token, qui n'est toujours pas évident à choper, on va pas se mentir. Hein. C'est toujours avec l'ultimate qu'on l'attrape. Je crois qu'il n'y a pas d'autre manière. Ou peut-être il a une carte qui peut te le donner. Et ça, quand tu meurs, eh ben, tu reviens en jeu avec 1 point de vie. Donc ça te donne un tour supplémentaire, ce qui est très très bon. On a une bonne grosse défense badass également, hein, avec des... Voilà, ça peut prévenir jusqu'à 3. Par contre, encore une fois, hein, si vous avez 3 fois la même face... Ah bah c'est un seul dé, pardon. C'est pas une défense si super que ça finalement. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'ange. C'est pas vraiment un style
style de jeu, lui, c'est plutôt vraiment enchaîner avec beaucoup de tokens différents et essayer tout le temps de réduire au max les dégâts de l'adversaire. Donc ça peut être assez frustrant pour l'adversaire en face de toujours faire moitié de dégâts ou ne rien faire. Voilà, c'est un perso qui est quand même assez puissant. Mais après, comme je vous disais, il y a un équilibre juste parfait. Voilà, moi j'ai joué 2 fois, j'ai gagné 1 fois avec, j'ai perdu 1 fois avec. Donc il n'y a pas de héros surpuissant, c'est ça qu'on aime dans Race Throne. Voilà, alors les persos qui arrivent ne sont pas difficiles en soi, niveau complexité, mais ils ont une courbe de progression plus grande. Vous n'allez pas forcément les maîtriser très bien dès la première partie. Et donc on va commencer avec la chasseuse, qui a une belle particularité. Je n'ai pas précisé dans les règles, mais certains personnages ont un setup ici. Il faut le faire lors de la mise en place. Donc là, ça nous dit commencer le jeu avec la roue de Nira face active et avec sa vie sur 5. Alors on va voir ce que c'est. J'ai dû ranger toutes mes boîtes dans le mauvais sens et du coup j'ai des tokens partout à chaque fois que je vous montre un truc. C'est un petit peu lourd. Hop. Nira, donc elle a ses points de combat. Elle a ses points de vie. La chasseuse, pas Nira, pardon. Mais elle a aussi son compagnon. Donc elle a un tigre. Donc elle démarre le jeu avec Nira qui a 5 points de vie. Donc on le met ici. Et en fait, ouais, Nira va vous permettre de faire plein de choses. On jette un petit coup d'œil au dé. C'est joli. On est sur 4 faces différentes. Il y en a des plus ou moins rares. On jette un coup d'œil à la sleeve. Voilà. Donc, le style de jeu va être vraiment de jouer avec ce compagnon. Donc, Nira a 5 PV. Comment ça marche? Elle peut avoir un maximum de 7. À chaque fois que vous êtes attaqué et que Nira est active, parce que des fois elle va se prendre trop de dégâts, elle va être inactive, elle va faire dodo. À chaque fois, donc vous pouvez choisir de transférer l'ensemble des dégâts sur Nira. C'est-à-dire que si tu prends une attaque de 12, tu peux dire, eh ben c'est Nira qui prend, et toi tu prends 0 dégâts. Donc c'est vraiment très bon. L'idéal évidemment, ça va être d'essayer de prendre une petite attaque, genre 4, et puis là, paf, tu fous Nira à 1 point de vie. Ben, bravo, je tourne dans le mauvais sens. Tu fous Nira à 1 point de vie, puis après tu lui fais reprendre une méga attaque de 12. Pour 1 point de vie, elle prend tous les dégâts à ta place. Franchement, c'est excellent. Et donc, quand elle n'a plus de point de vie, vous la retournez. Et c'est marqué, durant votre upkeep phase, la première, si cette roue indique au moins 5, alors vous remettez Nira active, et sinon, en fait, vous la soignez de 1. Donc, elle va se soigner d'1 à chacun de vos débuts de tour, et quand elle est à 5, Nira, bam, elle revient sur le terrain. Elle a également un autre pouvoir, Nira, c'est qu'à chaque fois que vous faites une attaque, si elle est active, elle fait plus 3 dégâts. Donc, les attaques de la chasseuse, elles sont pas très fortes. Vraiment, si on regarde les chiffres, c'est petit. Voilà, faut pas se mentir. Elle tape petit à petit. Elle va vraiment grappiller les dégâts. Vraiment, c'est ça, son style de jeu. Je grappille un petit peu par-ci, un petit peu par-là. J'essaie de survivre plus longtemps que l'autre grâce à Nira. Et donc, ça va être ça, voilà, son style de jeu. Et c'est pas facile. Il y en a beaucoup qui trouvent qu'elle est pas forte à cause de ça. Moi, voilà, je suis à 50% de victoire avec, comme avec chaque perso pour l'instant. On va parler vite fait de ce token. C'est un positif. Quand vous le dépensez, alors, soit vous soignez Nira de 2, soit vous pouvez répartir les dégâts que vous prenez lors d'une attaque entre elle et vous librement. Donc ça, c'est la clé du jeu, Nira. Admettons, je prends une attaque de 10 dégâts. Je dépense ce token. Je vais dire, je fous 4 dégâts sur Nira. Moi, il m'en reste 6. Et après,
du coup, le coup d'après, bah, elle pourra à nouveau reprendre une attaque dans sa tronche de la totalité, quoi. Donc ça vous permet en fait de déjà prendre des dégâts sur Nira sans la faire mourir. Voilà. Que dire d'autre? Il me semble que quand Nira prend toute l'attaque pour vous, par contre, vous ne faites pas de défense. Oui, c'est ça. Si Nira reçoit des dégâts, vous ne pouvez pas utiliser votre capacité de défense. Voilà. Et à nouveau, ce token, c'est à la place de la capacité de défense également. On va pas se mentir, la défense de la chasseresse est pas exceptionnelle du tout. Elle peut grappiller quelques dégâts, mais vraiment très très peu. Hein, donc, bon, on peut même dire qu'elle a une des défenses les plus pourries du jeu de base. Hein, donc si je fais cette face-là, je fais 1 dégât, même si j'ai 40 fois le dé. Je me soigne de 1 par face comme ça. Alors il n'y en a qu'une sur le dé, donc on ne va pas le faire en démasse. Et si Nira est active et que vous faites ça, vous faites 2 dégâts. Alors, c'est pourri, et à la fois, on est toujours dans cette idée de grappiller quelques points de vie, pour essayer de ronger petit à petit l'adversaire pour qu'il soit mort avant nous, parce qu'il est moche, et que nous, on est les gentils et les beaux. Voilà, voilà. Allez, on passe au héros suivant. Alors, la chasseuse, c'est très controversé. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent. Il y a des joueurs qui ne perdent jamais avec, il y en a qui ne gagnent jamais avec. C'est vraiment, je vous ai dit, une courbe d'apprentissage. Eh ben, il y a un deuxième perso qui est comme ça. C'est le vampire. Le vampire, on l'adore ou on le déteste. Voilà, ça dépend des gens. Oups. Bah, moi, je suis à 50% de victoire. Donc, de toute façon, pour le moment, je suis à 50% de victoire avec tous. J'ai gagné et perdu une fois avec chacun d'entre eux de la saison 2. Donc, c'est facile à retenir. Allez, un petit coup d'œil sur les dés. Un petit coup d'œil sur la magnifique sleeve. Un petit coup d'œil sur les autres éléments de jeu. Et maintenant, on va parler de la vampire. Alors, la vampire, évidemment, son plus gros... la majorité de son jeu tourne autour des jetons pouvoir de sang. C'est des tokens positifs. Vous pouvez en avoir jusqu'à 4 sur vous. Et ils ont une multitude d'effets quand vous les dépensez. Alors, vous pouvez les dépenser, donc, each effect once per turn. Donc, tu ne peux pas en dépenser plusieurs par tour, par contre. Voilà. Pour un token, tu peux ajouter 2 dégâts à une attaque. Ça compte comme un attaque modifieur, donc si l'attaque était indéfendable, c'est 2 dégâts indéfendables. Pour 2 tokens, tu peux enlever un statut de toi. Si on te fout du poison, des brûlures ou autre. Pour 3 tokens, tu pioches 2 cartes et tu en défausses une. De ta main, ensuite. C'est pas forcément une des 2. Donc, c'est de la pioche, c'est toujours bon. Et surtout, et c'est vraiment ça qu'on va tenter de placer au moins une fois dans la partie, pour 4 tokens, lors d'une attaque, vous vous soignez d'autant de dégâts que vous avez... vous vous soignez d'autant que vous avez fait de dégâts, en fait. Et ça, c'est le jeu de la vampire. C'est d'essayer vraiment de faire une attaque de bœuf et paf, tu te soignes de 15 d'un coup, là. Eh ben, je peux te dire que si tu arrives à placer ça, l'autre, il tire la tronche. Et ben, si tu n'y arrives pas, parce qu'il t'enlève tes tokens, parce que ceci, cela, ça peut être chiant. Mais c'est ça, la vampire. Elle a aussi un token où l'adversaire, quand tu le dépenses, il jette un dé. S'il fait 5 ou 6, il est obligé de rejeter un des dés que tu veux. Voilà. Tu peux le forcer à... Donc, tu peux casser une de ses suites, tu peux casser son ultimate. Voilà. Après, du saignement qu'elle peut mettre aux autres qui vont grappiller un petit peu de dégâts par-ci par-là, mais ils sont assez faciles à s'en débarrasser. Donc voilà, un perso qui va tenter vraiment. Alors, elle peut gagner des points de combat, elle peut un petit peu se soigner. Voilà. Elle est pas mal, elle est équilibrée, mais elle n'est pas facile, puisque tout le long, on va chercher à faire cette grosse attaque, si possible indéfendable, ce serait un plus, et à se soigner d'autant. Donc, après, elle a un ultimate qui est quand même assez badass. Tu cherches dans ton deck pour n'importe quelle carte, tu la mets dans ta main, tu remélanges ton deck,
tu gagnes 2 Blood Power, puis tu fais 10 dégâts. Donc, tu vas faire, dans l'idée, tu vas faire 10 dégâts, tu vas tenter de foutre de l'attaque modifieur dessus. Et puis voilà. Après, c'est rigolo, puisque du coup, tu te soignes énormément. La carte que tu cherches, généralement, tu vas chercher une carte qui te permet de changer 2 dés en phase 6. Ça s'appelle Twice as Wield, je crois. Ou Double 60, un truc comme ça. Enfin bon, t'en as plusieurs, quoi, mais tu vas chercher en fait une carte qui te permettra de refaire ça. Donc avec elle, c'est pas rare que tu arrives à placer ton ultimate plusieurs fois par partie. C'est ça qui est chouette. Elle peut beaucoup piocher avec ses tokens, etc. Donc elle va tout baser sur des grosses attaques avec si possible du soin. Voilà pour le vampire. Et donc c'est ça qui partage les gens. Hein. C'est qu'à la fois, des fois, bah, tu vas réussir à placer ta grosse attaque où tu te soignes. Et puis bah, des fois, tu n'y arriveras pas. Après, il n'y a pas que ça qu'elle peut faire, hein, on s'entend. Mais c'est sûr que quand elle arrive à le placer, moi je l'ai fait à 15. Hein. Tu fais 15 dégâts, tu te soignes de 15, ça fait une grosse différence. Allez, on va passer au tacticien. D'après moi. Après, je ne suis pas le concepteur du jeu. Ah, le tacticien, bah, il porte bien son nom. Hein. Le tacticien, il y a des tokens stratégiques qui vont vous permettre de faire des tonnes de choses. Mais vraiment, une myriade d'effets. Hein, on voit toute la liste ici. J'ai vraiment rangé tous mes persos à l'envers. Donc niveau token, c'est toujours le... Hop. Alors, je trouve que les dés ont des couleurs moins variées que la saison 1 Rerolled. Voilà. Ils ont peut-être amélioré le truc après. Mais... parce que donc il y a eu la saison 1, la saison 2 qui est sortie comme ça en Battle Chest. Et ensuite, ils ont refait la saison 1 en Battle Chest. Et donc, la saison 1 Rerolled est sortie après la saison 2. Voilà. Donc, boum, les tokens stratégie. Je vais en mettre, vous avez une limite de 5. C'est des tokens positifs qui vous permettent de faire une myriade de choses. Allez, on jette un petit coup d'œil aux autres éléments. Toc. Voilà. Lui, il fait des bombes nucléaires, tu vois, il a des tanks. Mais c'est où? Oui, enfin voilà, t'as de la bombe nucléaire partout. T'en as qui se battent avec des épées, lui, il a des bombes nucléaires. Ok? Bon. Et pourtant, il est équilibré. Allez, on regarde la sleeve. Top. Allez, je vous explique un petit peu sa mécanique. Eh bien, sa mécanique va tout tourner sur ces tokens qui s'appellent les Tactical Advantage. Limite de 5, mais je crois qu'on peut augmenter sa limite avec son ultimate. Voilà. Alors, à quoi servent ces tokens? Vous pouvez les dépenser n'importe quand, hein. C'est comme des cartes rouges pour une multitude d'effets. Un token peut vous donner un point de combat. Ou un token vous permet de relancer un dé. C'est pas cher, hein. 3 tokens vous permettent de piocher une carte. 3 tokens vous permettent aussi sinon d'infliger Targeted sur un ennemi. Pour rappel, Targeted, chaque fois qu'il va se prendre des dégâts, l'ennemi il en prendra 2 de plus dans sa tronche. Donc c'est badass. 4 tokens, vous pouvez gagner Protect, qui quand vous le dépensez réduit les dégâts que vous prenez de moitié. C'est très très fort. Et enfin, 4 tokens, vous pouvez transférer un statut d'effet d'un joueur à un autre. Et ça, vous pouvez le faire uniquement pendant votre main phase. Mais en gros, je sais pas, on te fout un targeted, tu le remets sur l'autre. Ou alors l'autre, il a un super token qui l'arrange, paf, tu lui voles. Donc, c'est évidemment pour moi le meilleur effet, mais en début de partie, on va quand même chercher, je pense, à mettre un targeted sur l'ennemi pour qu'il se prenne plus de dégâts. Et quand on commence à être vers la fin du jeu et qu'on commence un peu à saigner, c'est vrai que le token qui réduit les dégâts de moitié est exceptionnel. Voilà, donc après, il a quelques autres petits trucs qui ne sont pas bien méchants. Ça, l'adversaire va perdre une relance, sauf s'il dépense un point de combat. Donc c'est moins fort que l'étrangle de l'elfe. Voilà, une défense, ma foi, qui est pas non plus de ouf, ça va, on a vu pire. Par contre, elle permet de gagner des tactical advantage. Hein. Je crois que
quasiment, à part cette capacité-là et celle-là, toutes les autres vous donnent des tactical advantage. Alors celui qui est sympa, moi j'aime bien, c'est celui-là. Tu gagnes un tactical advantage et tu jettes un dé. Donc après tu fais soit 5 dégâts, soit tu en regagnes 4 tactical. Donc là tu montes à ton max direct. Ou alors si tu fais la médaille, c'est le mieux, tu pioches une carte et tu refais une phase de jet de dés et tu vas réactiver des trucs. Voilà. Donc en sachant que tu peux très bien essayer de forcer ça, puisque je rappelle que pour un token, tu peux relancer un dé n'importe quand. Donc tu peux relancer ce dé-là. Hein. Tu peux vraiment essayer de moduler ce qui t'arrive là-dessus. Voilà. En plus, je crois que ça, on peut l'améliorer. Voilà. Donc ça, c'est le tacticien. C'est un peu déstabilisant la première fois qu'on le joue, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'effets, hein, vous avez vu, avec ces tokens Tactical Advantage. Et à la fois, quand ce sera en VF, vous n'aurez pas ce problème. Mais voilà. Celui qui maîtrise pas trop l'anglais, ça fait beaucoup de lecture. Mais c'est un perso, franchement, à jouer, c'est trop bien, quoi. Tu peux faire tellement de choses, tu as tellement de choix avec tes tokens que tu as toujours une myriade de possibilités à ta disposition. Et ça, c'est super cool. Bon, vous voyez, hein, on est sur des persos qui, globalement, sont plus compliqués que la saison 1. Il nous en reste 2. Alors, celui-là, par contre, il fait l'unanimité au sein de la communauté anglaise, en tout cas. Alors là, je vais vous montrer un truc. Ah, je mets pause. J'ai mis pause pour pas vous spoiler la découverte du pirate. Le pirate, c'est énorme. Alors, voilà les dés. Ils sont chouettes. Il n'y a que 3 faces. Mais du coup, pourquoi je le mets dans les plus complexes s'il n'y a que 3 faces? Vous allez bientôt le découvrir, chers amis. Donc le pirate, ça tape. Le pirate gagne facilement des CP, pioche facilement des cartes. Donc vraiment, lui, vous allez avoir des cartes, vous allez avoir des points de combat et donc vous allez avoir des options de jeu. C'est ça qui est intéressant hein, avec les cartes et les CP, c'est qu'on a de la modularité dans ce qu'on peut faire. Hop, un petit coup d'œil à la belle sleeve. De toute façon, il n'y en a aucune qui est ratée, hein, de sleeve, donc comme ça, c'est... Et là, on a les doublons maudits. Les doublons maudits, c'est un truc assez particulier. De base, vous en allez en avoir quand vous commencez le jeu, vous en aurez sur vous. À la fin de chaque tour, donc c'est marqué là, vous perdez un doublon. Si vous n'avez pas de doublon à enlever, alors vous allez retourner votre héros. Et oui, c'est le seul héros qui a un plateau double face. C'est énorme. Alors du coup, le pirate n'a aucune carte amélioration qui va là-dessus, puisque quand on retournerait, ça ne marcherait pas. Par contre, en fait, quand il est retourné, on va le dire, hein, tout son plateau, c'est de la tuerie. Les dégâts sont monstrueux. C'est de fou. On en parlera après de l'autre face. Je vais quand même parler un petit peu de celle-là avant. Donc, les doublons, il faut savoir une chose. Quand vous en avez sur vous, vous recevez un dégât au début de votre tour, sauf si vous êtes le pirate. Voilà. Le pirate, il n'est pas obligé de prendre les dégâts. Ces tokens ne peuvent pas être bougés ou transférés, sauf par le plateau pirate. Donc, les autres n'ont aucun effet là-dessus. Voilà. Et quand la pirate devrait gagner un doublon, elle n'est pas obligée de le faire. Donc ça va vous permettre de gérer un petit peu le moment où vous allez vous retourner. Et c'est ça la difficulté du pirate. C'est d'avoir ce timing, de savoir quand vous arrivez à vous retourner. Voilà. Et donc, la particularité également, c'est que vous pouvez en avoir jusqu'à 5 sur vous. Et les adversaires 3. Donc c'est un peu indiqué. Hein. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va permettre de gérer ou d'essayer de gérer le timing où la malédiction vous rattrape et où vous passez en mort-vivant. On parle un petit peu des tokens. J'aime bien celui-là, c'est assez rigolo. Durant votre phase de jeu, le tonneau, la poudre, vous allez jeter un dé. Si vous faites 1 ou 2, le tonneau explose, vous prenez 3 dégâts. Donc c'est beaucoup. Mais
Si vous faites 3 à 5, il ne se passe rien, il n'explose pas. Si vous faites un 6, alors vous pouvez transférer le tonneau et le refiler à quelqu'un. Donc c'est rigolo parce que vous allez pouvoir éventuellement vous reprendre votre propre tonneau et peut-être que vous arriverez à le renvoyer. En plus de ça, si un joueur a un tonneau et qui devait en recevoir un deuxième, eh ben ça fait péter le premier, pouf, 3 dégâts et après il reçoit le deuxième. Donc c'est assez rigolo. Cette mécanique des tonneaux, vraiment, je l'ai trouvé trop cool. Voilà. Weaver, j'ai pas la traduction. C'est un négatif qui est très fort. Vous le mettez sur un adversaire. Chaque fois qu'il vous inflige des dégâts, il en inflige un de moins. Donc c'est un peu comme la shame du samouraï, mais qui est persistant, qui ne s'en va jamais. Vous pouvez en mettre jusqu'à 2. Et là, un dernier token qui est très fort, Parley. L'adversaire, quand il a ça, lors de sa prochaine phase d'attaque, il n'infligera aucun dégât. Voilà, c'est direct. Il n'y aura pas de dégâts. Donc là, il a tout intérêt à essayer de se soigner, gagner des tokens ou autre, mais toutes les personnes ne le peuvent pas. Donc ça, c'est hyper fort. Voilà, un petit peu. Elle a une défense qui permet de faire des tonnes de choses. Elle fait des dégâts, elle gagne des points de combat, elle prévient des dégâts et elle peut gagner des doublons. Hein. Donc vous avez plusieurs choses pour gagner des doublons. Elle peut aussi voler des points de combat ou faire défausser des cartes. Voilà, donc elle peut embêter les autres vraiment. Et voilà, donc après vous pouvez gagner des doublons ici, vous pouvez gagner des doublons ici. C'est pas facile d'en gagner, hein. Vous pouvez en gagner là et avec l'ultimate vous en gagnez 2. Sinon, vous avez ça. Vous pouvez enlever autant de doublons que vous voulez de vous-même. Donc en gros, si tu les enlèves tous, t'es sûr qu'à la fin de ton tour, tu switches. Alors, quel est l'intérêt de rester en pirate si tout est plus fort de ce côté-là? Eh oui, hein, vraiment, tout est plus fort de ce côté-là. Eh bien, c'est la malédiction. Durant votre phase d'upkeep, la première phase du tour, vous recevez 4 dégâts que vous ne pouvez prévenir d'aucune manière. Tous les tours, 4 dégâts, 4 dégâts, 4 dégâts. Alors, autant vous dire que votre vie, elle fuse, mais à toute vitesse. Là, on a, si l'adversaire ne fait pas de dégâts, non, si sa phase où il jette les dés ne résulte pas en une attaque, donc une attaque, il faut qu'il y ait des dégâts. Hein. Dans ce cas-là, il se prend directement un tonneau, à chaque fois. Donc ça, c'est fun. Et donc voilà, votre vie va filer à toute vitesse. Par contre, vos dégâts deviennent monstrueux. Vos attaques deviennent monstrueuses. C'est vraiment... Regardez là, quoi. Vous gagnez 2 points de combat et vous jetez 4 dés. Vous faites 2 indéfendables par face couteau. Vous piochez des cartes et vous pouvez infliger des doublons maudits qui vont faire des dégâts chaque tour et dont ils pourront jamais se débarrasser. Là, tu voles un point de combat, l'adversaire défausse une carte, tu lui mets le truc qui fait moins de dégâts et 8 d'attaque. Enfin, vraiment, tout est plus fort. Je crois que la défense, par contre, n'a pas spécialement changé. Si vous avez un dé de plus, je crois. C'est ça. Donc, tout est timing. Est-ce que je switch rapidement ou pas? Et ça va peut-être dépendre de votre adversaire. Si vous avez un adversaire comme la chasseuse qui vous inflige peu de dégâts à chaque fois, bah autant switcher et puis essayer de la tabasser le plus vite possible. Par contre, si en face vous avez un monstre qui tape, mais comme un bœuf, je pense au Pyromancer, c'est peut-être pas une bonne idée de se prendre en plus 4 dégâts par tour, et dans ce cas-là, vous allez chercher peut-être à ne pas switcher trop vite. Après, vous pouvez vous amuser à switcher assez vite pour faire la course, hein, mais voilà. Un défaut qu'on pourrait dire de ce personnage, même si ce n'est pas vraiment un, il est pour le apparemment, enfin je l'ai pas encore fait, hein, mais dans le mode coop, il serait compliqué à jouer puisqu'il s'inflige, une fois qu'il est retourné, il perd des points de vie tout le temps. Donc tout le long du donjon, il va perdre des points de vie et ça va être compliqué de le garder en vie celui-là. Donc, mais apparemment, à la fois c'est un chouette défi. Donc, pourquoi pas. Alors, pour vous montrer à quel point les mecs poussent le sens du détail à fond, moi je trouve ça génial, c'est que là, votre plateau, il n'a pas, vu qu'il est double face, il n'a pas une jolie petite face où on va voir le personnage quand c'est rangé. Du coup, non, ils vous ont remis juste une feuille d'illustration. Voilà, c'est un petit détail, mais je trouve que c'est exceptionnel. Le retour de la bête,
qui miaule parce qu'il veut des friandises. Plus tard. Allez, on passe au dernier personnage. Et on va être sur l'artificier. Ouais, pour beaucoup considéré comme un des plus durs. Mais il est cool. Il va construire des robots et tout. Donc voilà l'artificier. Il démarre avec des tokens saintes. Alors ça dépend du nombre d'adversaires. Au début du jeu, vous en avez 3. Ou s'il y a plus d'un adversaire, vous en avez 4. Alors lui aussi, il a des compagnons. Hein, et ces compagnons, en fait, ça va être des robots. On va regarder les dés. Ah, elles sont cool, hein, les faces, là. On va regarder sa roue de point de combat. Globalement, je trouve que ouais, ces deux roues-là sont vraiment très très belles. Allez, un petit coup d'œil sur la sleeve. Et maintenant, on va parler gameplay de l'artificier. L'artificier, un des plus difficiles, et pourtant, il n'a pas beaucoup de phases de dés différentes. Hein. Alors après, ça ne veut pas dire que... C'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de faces que les combinaisons ne sont pas difficiles à réaliser. Hein. On voit avec l'elfe de la saison 1, il n'a que 3 faces. Mais il faut tout le temps des 6, donc c'est pas évident l'elfe. Donc le Saint, vous avez une stack limite de 7. Les nanites, ça se met sur les adversaires, ils peuvent en avoir jusqu'à 3. Mais surtout, vous avez 3 robots que vous allez pouvoir construire et que vous allez pouvoir aussi améliorer. Donc tout le sel du jeu réside là-dedans. Au début, vous n'êtes pas très fort, quoique. Mais par contre, une fois que vous avez construit tous vos robots, là, ça plaisante plus. Donc typiquement, vous voyez, lui, c'est un perso qui prend le temps de se construire. Moi, si je joue le pirate contre lui, je cherche à switcher le plus vite possible pour le tuer avant qu'il ait tous ses robots. Voyez. Donc le pirate, c'est une gestion du timing, encore une fois. Très bien. Alors, comment ça marche? Déjà, on a un passif. Au début de chacun de mes tours, je gagne un saint. Donc ça, c'est le saint. Je ne sais pas comment on le traduit. Et quand vous en dépensez 4 à n'importe quel moment, vous pouvez infliger nanite à un adversaire. Ok? On parlera de nanite plus tard. Alors, pendant votre phase principale, vous allez pouvoir construire des robots. Donc je rappelle que la phase principale a lieu en début de tour et en fin de tour également. Pour 2 tokens, je peux construire un de mes robots. Alors, il y en a un qui est dédié aux soins, un qui est dédié à l'attaque et un qui va déclencher les nanites. Moi, je commence toujours par le soin. Voilà. Pour 2. Pour 2, je le construis à son niveau basique. Sinon, pendant ma main phase... Ah non, n'importe quand, par contre, on peut les améliorer. Pour activer les robots. Ah, pardon. Non, pendant la main phase, je peux en dépenser 3 pour améliorer un robot sur sa face avancée. Alors, ils se sont amusés à coller des petits détails en plus. Genre là, il y a, je sais pas, 2 espèces de caméras en haut. Après, il y en a 2. Il y en a 4 quand c'est amélioré. Donc, bon, c'est pas hyper différent. En même temps, ils ne pouvaient pas changer la forme du token, hein, donc il fallait faire avec. Mais c'est sympa d'y avoir pensé, je trouve. Donc voilà, pour 2, je construis un robot. Pour 3, je peux l'améliorer. Je peux le faire lors du même tour. Hein. Ça te coûte 5 si tu veux le construire directement amélioré. Voilà. Et ensuite, alors qu'est-ce que ça change qu'un robot soit amélioré ou non? Eh bien, c'est le coût pour l'utiliser. Un robot basique vous coûte 2 saintes. Un robot amélioré ne vous en coûte plus qu'une. C'est ça pour les 3. Hein, donc c'est pas... Là-dessus, c'est pas compliqué à retenir à quoi ça sert. C'est le coût d'activation. Ça vaut pas toujours le coup d'améliorer un robot que vous utilisez pas souvent. Voilà, parce que ça coûte quand même 3 à améliorer. Donc le calcul est à faire. Celui de soin et puis celui d'attaque, à mon avis, vous pouvez très vite les améliorer. Après, ça dépend de votre stratégie. Alors, à quoi servent les robots? On va commencer par celui qui active les nanites. Donc lui, c'est pendant votre début de tour. Ça, il faut faire gaffe, c'est une règle qu'on peut oublier. Ça se fait en début de tour, lors de votre première phase. Vous pouvez l'activer pour faire exploser les nanites où qu'elles soient. Alors, si un adversaire vous en renvoie dessus, elle vous pète à la tronche quand même. Hein. Et donc les nanites, c'est tout simple. Hein. Une nanite, ça fait 1 dégât. 2 nanites, ça fait 3 dégâts. 3 nanites, ça fait 5 dégâts. Donc en fait, la première fait 1 et les 2 autres font 2 dégâts. Ça vaut pas le coup de les faire péter quand il n'y en a qu'une.
Il faut savoir que les nanites, au début de chaque tour, en fait, pour chaque nanite, vous jetez un dé. Si vous faites un 6, vous arrivez à l'enlever de vous-même. Donc l'adversaire a une chance sur 6 de s'en débarrasser à chaque tour. Ça reste assez rare du coup, mais il faut quand même le prendre en compte. L'adversaire va souvent oublier de jeter les dés. Ça peut être courtois de lui rappeler, hein, parce qu'il a peut-être ses trucs à gérer aussi. Voilà pour le robot des nanites. Alors celui-là, très très bien aussi. Vous pouvez l'activer qu'une fois par phase d'attaque. Je ne sais plus si c'est par phase d'attaque ou par tour, il faudra que je vérifie. Bref, quand vous l'activez, vous faites plus 3 dégâts. Voilà. Donc pour un sainte, plus 3 dégâts, ça peut être assez badass. Il tape pas trop mal de base. Hein. Là, 5, plus il va en avoir en plus. Là, 7 dégâts. C'est suite, c'est 7 et 9 dégâts. Enfin, il tape déjà fort. Donc un plus 3, ça commence à faire très mal. Hein. Et enfin, le préféré, le robot de soins. Après, donc ce robot, vous pouvez l'activer 2 fois si vous avez été attaqué avec au moins 6 dégâts. Attaqué, c'est pas le nombre que vous recevez, c'est le montant de l'attaque qui compte. Donc si l'autre vous attaque avec au moins 6, vous pouvez l'activer jusqu'à 2 fois. Et en fait, vous jetez un dé pour chaque activation, du coup. Cette face-là vous soigne d'1, et les 2 autres faces vous soignent de 2. Voilà, une chance sur 2 que vous vous soignez de 2. Donc en gros, ça te soigne d'1,5, il faut compter 3. Tu vas pouvoir te soigner de 3 à chaque fois dans l'idée. Pour 2 tokens. Donc il faut essayer d'avoir toujours des tokens, mais après c'est super fort, quoi. C'est de la défense assurée. Au niveau de sa défense, elle n'est pas terrible de base. On peut gagner des saintes et infliger des nanites. Remarque, hein, c'est le but du truc. Hein. Mais une fois amélioré, j'ai souvenir que ce soit pas mal. Déjà, on a un dé de plus. On peut découper par la limite de taille de vidéo de 4 Go. Donc voilà, ouais, une défense qui vaut le coup d'être améliorée pour un dé de plus, c'est pas mal. Sinon, il y a un truc aussi qui est vraiment bon chez lui, c'est ça. Hein, vous piochez 2 cartes, vous vous soignez de 2 et vous gagnez 4 saintes. Donc, certes, vous attaquez pas, mais imaginez que vous avez un tour, vous pouvez pas infliger de dégâts à cause d'un effet du pirate ou que le shadow, le voleur de l'ombre soit dans les ombres, justement, et que vous ne puissiez pas lui faire de dégâts. Ça, c'est un must. C'est un must, et c'est encore plus un must quand c'est amélioré. Alors là, vous gagnez 2 points de combat, vous piochez 2 cartes, vous vous soignez de 2 et vous gagnez 4 saintes. C'est monstrueux. Ça, si vous pouvez le poser, ça change votre partie. Vraiment, c'est une carte qui est exceptionnelle. Vous offre tellement de tout, en fait. Voilà. Il a pas mal de cartes qui permettent de prévenir les dégâts aussi. Donc c'est cool. Ah oui, ça aussi, ça vous permet de... Vous avez une chance sur 2 de gagner 2 saintes au début du tour au lieu d'une, dans l'idée. Donc c'est pas mal. Attention à ne pas oublier l'effet là. Hein. Pour 4 saintes, vous pouvez infliger nanite à un adversaire. Donc au début, vous allez plutôt construire vos robots. Mais après, en fin de jeu, vous pouvez à la place utiliser les saintes pour faire des dégâts. Je pense que ça doit être une stratégie jouable aussi, hein, de ne construire que le robot des nanites et d'utiliser tous les saintes après pour tout le temps foutre des nanites. Et puis essayer de tabasser le plus vite possible. Je pense que c'est une stratégie viable. Et voilà, on a terminé avec... je ne sais plus si j'ai montré sa sleeve. L'autofocus a un peu de mal à se faire. Voilà. C'est beau. On a terminé avec cette saison 2. Globalement, donc, on est sur des persos qui sont plutôt un peu plus techniques que la saison 1. Je ne sais pas si on peut s'attendre à plus compliqué encore pour la saison 3 quand il y en aura une. Enfin, a priori, je pense quand même qu'on aura une saison 3. Les auteurs ont l'air quand même d'en parler un petit peu. Après, ils jouent le côté de ne pas le dire directement et de faire mariner les joueurs. Mais a priori, on peut s'attendre à une saison 3. Donc, est-ce qu'on va encore monter en complexité? Je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est une super saison. Tous les persos sont super agréables à jouer. Certains peuvent être beaucoup plus techniques, donc plus frustrants à premier abord. Mais tous sont viables. Tous ont leur taux de victoire qui sont quasiment de 50%. Et voilà. Si j'avais un conseil, commencez par la saison 1 en VF. Et je pense que de toute façon, le succès sera au rendez-vous. Et donc, je pense que vous aurez le droit à la saison 2 en VF. Ça n'a pas encore été annoncé, évidemment. Mais
Si vous devez commencer par une saison, commencez par l'autre. Voilà. Celle-là vaut le coup. Les deux persos-là sont quand même simples d'accès. Et ils sont tous cool. Ils sont tous cool quand même. Donc voilà. Mais je pense quand même que pour commencer, ça va être plus technique. Voilà, il y a beaucoup de persos. La chasseuse, la vampire, qui sont très très chauds. Le pirate aussi. L'artificier, c'est spécial à jouer. Bon, je trouve pas qu'il soit spécialement difficile, mais le tacticien, il y a beaucoup de choses à prendre en compte aussi. Donc il y a beaucoup de persos techniques en fait. Ce qui est cool. Ce qui est cool quand on a la saison 1. Mais c'est bien d'avoir la saison 1 avant parce que il y a des jours où t'as peut-être pas trop envie de te prendre le chou. Et puis bah du coup c'est sympa d'avoir d'autres persos plus simples. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne pense pas faire de review de Dice Throne Adventure, sauf si j'ai vraiment beaucoup de demandes, mais de toute façon, je sais pas. Ouais, enfin bon voilà. Si vraiment ça vous intéresse, mettez-le en commentaire, abonnez-vous, tout ça. Mais et puis bah, écoute, je souhaite une bonne campagne à Lucky Duck Games. C'est vraiment un jeu qui fait rêver. C'est vraiment un jeu où on prend plaisir à jouer. Moi qui suis fan de gros jeux à l'allemande, ça m'étonne, mais celui-là, je l'adore. Et on est beaucoup de joueurs comme ça. Hein. Même j'ai parlé avec d'autres Français qui sont très gros jeux à l'allemande et qui ont adoré Dice Throne. Voilà. Bonne journée à vous et à une prochaine.